bien. Moi, j'ai lu et je parle sous votre contrôle, Serge. Vous me direz si dans ce que j'ai lu, des infos Internet, il y a du vrai ou il y a beaucoup de bêtises aussi. Parce que moi, ce qui m'a intrigué en regardant un peu votre parcours, c'est que vous avez été un peu de tout. Vous avez été vendeur de journaux, maître nageur, portier de boîte de nuit. Vous avez travaillé dans la publicité aussi, avant de publier, après moult essais infructueux, votre premier roman en 1998, Aux Dilettantes. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est déjà l'aura qui entoure votre parcours qui nous fait croire que vous avez grandi entre la campagne et Paris, que vous avez fait plein de boulot, que vos manuscrits n'ont pas été publiés au début et que depuis, tous les éditeurs s'arrachent vos manuscrits? C'est vrai ou c'est pas vrai, ce début-là? Ah non, les éditeurs ne s'arrachent pas mes manuscrits. Non, non. Si, vous êtes chez Flammarion, vous avez publié depuis Le Dilettante chez des grandes maisons d'édition nationales. Euh, est-il vrai que vous avez mis un certain temps à pouvoir vous faire publier? Ah bah oui, parce que moi j'envoyais des manuscrits dès l'âge de 16-17 ans. Enfin, bon, à 16 ans, c'était des poèmes. Donc, bon, on peut considérer que c'était assez difficile. Ça serait toujours difficile aujourd'hui, d'ailleurs, de publier comme ça, de but en la poésie. Enfin, ou alors, à moins d'aller chez des éditeurs qui font un bon travail sur la poésie. Après, une fois qu'on a écrit quelques romans, qu'on commence à peu avoir un nom, bon, voilà, on peut peut-être plus facilement se permettre, comme le fait Houellebecq, de publier de la poésie. Bon. Mais les manuscrits, j'en ai envoyé 10 à proprement parler, 10 romans, enfin 10, qui ont été refusés, voilà, les uns après les autres. La plupart, je ne les ai pas gardés, enfin je les ai sous forme de disquettes qu'on ne peut plus lire aujourd'hui, des disquettes, comment ça s'appelait, 3 pouces là, Ah des trucs oui, carrés. ah oui, d'accord. Non mais on ne peut vraiment plus les lire, quoi. C'est quand même c'est angoissant. C'est comme les cassettes VHS, on ne peut pas les lire. Enfin bon, il y a quelque chose comme ça qui est affolant. Hein, moi j'avais une collection de cassettes VHS, c'est pas moi. Hein. Non, oui, je me Parce que demandais moi, d'où ça venait, Anthony. Vous avez une idée? Le c'est petit bruit. le train fantôme. Oui, c'est le train fantôme, ça continue. Ouais, le train fantôme, c'est une appellation vraiment. Ça s'appelle comme ça, un train dans le jargon Ah oui, de la SNCF, de ça la s'appelle un SNCF. train Oui, fantôme. c'est-à-dire que c'est un train qui n'a pas été repéré par les ordinateurs. Le message a été celui-là à un moment. On va peut-être le retrouver dans un de vos prochains livres, cette histoire de train fantôme. C'est pas impossible. Moi, c'est aussi pour ça que j'aime me déplacer, c'est que je me nourris des décors, de rencontres, de personnages. Il y a des scènes dans ce roman qui sont venues suite à, je sais pas, il y a un moment, quand Aurore se retrouve à la porte de l'hôtel à Annonay, voilà, ça m'est arrivé comme ça. Donc du coup, quand on se retrouve à la porte d'un hôtel dans une, Parce qu'elle a perdu le code, vous savez, les hôtels, voilà, c'est cette histoire-là. Les hôtels aujourd'hui ont des codes dans tout un tas de villes, et si vous avez perdu le code, il faut rentrer après 23 heures, c'est compliqué. Et c'est vrai que la scène, elle est bien décrite dans le livre. oui, en fait, disons qu'il y a un moment, pour mon personnage, comme elle commence un peu à perdre pied dans son travail, ça permettait de mettre en scène un peu cette perdition qu'il y a à être dans une ville inconnue. Mm. En plus, à Nonay, l'hiver, c'est calme, hein, vers minuit, là. Donc j'étais allé sur l'autre côté de la place, là, c'est un peu triste, hein, bon, où il y avait un café fermé avec des gens à l'intérieur qui s'étaient enfermés, trois types à l'intérieur, donc qui je frappe. Bon, ils sont venus, alors, je les enquiquinais finalement. Hein. Eux, ils voulaient boire leur coup tranquille. Quoi. Je leur dis, est-ce que vous connaissez le patron quoi? Oh, il n'est pas là. Bon, bah, comment je peux? Vous connaissez le code? Bon, non, on ne connaît pas le code. Et bon, on s'en fout. Et alors, en fait, ils ont pris des cuillères, des petites cuillères et des capsules. Ils sont allés avec moi devant l'hôtel et ils ont balancé des cuillères sur les fenêtres jusqu'à temps que Quelqu'un ouvre? quelqu'un se réveille. Ah oui, remarquez, c'est un bon plan Et aussi. donne le code. Et en fait, j'avais laissé la clé avec le code derrière sur le comptoir. On sent qu'il y aurait quelqu'un. Et puis en fait, il n'y avait personne. Bon, voilà. Donc du coup, il y a un moment où de flottement, on se dit, tiens, bon,
si je peux Je pas risque rentrer de dans passer la nuit dehors. Il y a un moment où ça sent la nuit dehors quand il y a même. un moment où, oui, voilà, pour peut-être pas aller trop bien dans sa tête. Donc, c'est une scène que j'ai prêtée à mon personnage. Il Mm. y en a beaucoup comme ça. Donc, Mm. le fait de bouger, de voyager, de faire un pas de côté de sa vie, quoi. C'est ça aussi. Mm. Il y a un moment, on a une vie un peu organisée, on se rassure soi-même avec des habitudes, avec des schémas, quoi. Mm. On va prendre son café là, ou on va travailler là. Bon. Et quand on se met un peu en dehors, ce que j'aimais bien faire moi avant, pour ça aussi que j'ai fait plusieurs métiers différents. À chaque fois, j'avais la curiosité, peut-être pas l'audace, d'aller faire un pas de côté. Bon. Et là, dès qu'on bouge, il se passe quelque chose. J'ai lu qu'à moitié parce que je ne suis pas abonnée sur Internet au journal Le Monde. Donc on peut lire que la moitié de l'article. Juste avant le prix, la semaine d'avant, il y avait un reportage du Monde qui vous a suivi dans vos périples. Et j'ai cru comprendre que Serge, vous faites partie des auteurs qui vont presque le plus à la rencontre de leur public. Parce que vous traversez la France en long, en large et en travers à chaque sortie de livre. Et malgré la fatigue, et malgré les trains, et malgré les questions toujours les mêmes. Non, bah, oui, mais ça c'est. Enfin, disons qu'il y a une nouvelle démarche vis-à-vis de plus en plus de libraires font sous des formes différentes des rencontres, des dédicaces, des choses comme ça. Moi, j'ai commencé à être publié chez au Dilettante, qui est un libraire, avant d'être un éditeur. Et donc, d'une certaine façon, j'ai une sorte de culture de la librairie, quoi. Enfin, et puis d'ailleurs, avant, hein, les éditeurs étaient aussi libraires. Enfin, bon, c'est quand même deux métiers qui ont à voir, quoi. C'est d'ailleurs la façon dont s'est présenté le patron de Gallimard, Antoine Gallimard, qui est un type charmant, hein, que j'ai croisé cet été à Nancy, qui disait vous êtes Serge Joncourt, oui d'accord. Moi je suis Antoine Gallimard, donc je suis éditeur, mais j'ai quelques librairies aussi. Alors, comme ça lui semblait plus important de dire qu'il était libraire. Libraire aussi, oui. Peut-être parce qu'il savait que j'en faisais beaucoup des librairies. Enfin, j'ai pas bien compris, c'était étonnant. Mais c'est vrai qu'il a. Enfin bon, c'est trop. Tout juste, il m'a pas dit je suis libraire et éditeur. Alors que c'est le patron de Gallimard. C'est le patron de Gallimard. Mais enfin, c'est vrai que bon, bah, il a beaucoup de. Enfin, il a des librairies, quoi. Oui, et c'est quand même là que ça se passe. C'est là qu'on rencontre le public ou pas, quoi. C'est les librairies, c'est les endroits comme ça où il y a des livres. Est-ce que vous pensez que ça a contribué, Serge, aussi à votre succès, le bouche à oreille et l'enthousiasme qu'ont eu les libraires pour vos livres et aussi pour votre disponibilité, pour votre gentillesse? Vous croyez que ça a joué aussi? Non, bah, je crois. Enfin, le livre, non, c'est au livre de parler à un moment, quoi. C'est un peu mystérieux. Oui, hein, parfois, moi, des livres, j'ai dû en faire des romans, j'en ai écrit 10, quelque chose comme ça. Bon, bah, il y en a qui ont eu un public, d'autres pas. Enfin, on ne peut pas le savoir avant non plus, c'est un peu étrange. Hein. Puis il y a aussi c'est un peu hasardeux quand même. Hein. C'est une sorte de pari comme ça, d'écrire son histoire pendant 2 ans, considérant que ça va intéresser ou pas. Enfin, bon, c'est pour ça que le plaisir primordial, il est dans l'écriture, hein, dans le fait de créer ces personnages et puis de vivre avec eux pendant 2 ans. Parce que moi, quand j'écris, enfin tous les auteurs d'ailleurs, hein, quand on écrit un roman, on est dedans à part entière. Enfin, je veux dire, c'est comme une vie en plus, quoi. C'est pour ça que quand je vais à droite à gauche, les personnages m'accompagnent et je leur prête mes aventures, ou enfin mes désaventures. J'étais à où est-ce que j'étais là? À Pau, ah oui, à Pau. À Pau, et à Pau, c'est une ville magnifique, hein, mais on voit un peu comme ici, on voit la mer. À Pau, on voit les Pyrénées. Et je suis allé plusieurs fois à Pau, et puis comme il y avait un peu de temps, j'ai dit à la libraire, on ne pourrait pas aller dans les montagnes, juste pas les Pyrénées, mais avant là, quoi. Ça fait des années que je les vois, mais je suis jamais. Et donc on y est allé, bon voilà. Et là, on tombe sur un domaine de. Alors ils font du vin en face, en fait. C'est le Jurançon, c'est vrai qu'il est juste en face. C'était pour ça, non? Pour le non, goûter, c'était non? pas pour ça, pas particulièrement. Et donc on rencontre une maison étonnante, enfin une demeure, un manoir, qui a tout volet fermé, etc. On sort pour voir à quoi ça ressemble. Il y a un coup de feu. Alors, un coup de feu, c'est. Alors, après, j'ai compris que c'était les faroucheurs. Il y a un canon à gaz qui tire toutes les 6 minutes, quoi. Puis le viticulteur sort de sa cave, il entend dans la voiture, bon, il commence à parler.
il s'est mis à parler pendant 2 heures. On ne pouvait plus l'arrêter. Mais bon, cet endroit m'a intrigué parce que la propriétaire a 92 ans. Elle était pas là. Elle était en Angleterre pour vendre les vins. C'est bon, c'est étrange quand même. Et lui est viticulteur et majordome. Enfin, il y a une configuration qui était très. On a envie d'y retourner, de savoir ce qui se passe vraiment dans cette. Et donc, ils ont 5 hectares, ce qui n'est pas beaucoup, et ce qui n'est pas rentable, me disait-il. Bon, comment ils vivent, je sais pas. Enfin, il y a parfois des êtres comme ça où on a envie de s'arrêter. Après, on peut imaginer tout un tas de. Finalement, elle n'était pas en Angleterre, elle était morte depuis des semaines. Enfin, non, je plaisante. Mais, non, parce que oui, et le fils, j'y repense comme ça. Le fils est avocat à Paris et il s'est fâché avec. Alors, oui, du coup, alors bon, oui, il s'est fâché. Il vient faire du tennis 2 fois par an et pour laver, il vient donner ses affaires à laver parce qu'il n'est pas marié. Enfin, alors qu'il a 50 ans. Enfin, parfois, on a des bribes de la vie des autres qui sont intrigantes, quoi. Alors, soit quand on veut alors, soit on les fait parler davantage, soit on remplit les cases qui manquent, quoi, par l'imaginaire. Mais j'aimerais bien y retourner dans cet endroit. Moi, j'aimerais bien arrêter le micro. Je vais essayer de comprendre lequel fait du bruit et si c'est le mien, je vais le couper. Est-ce que Serge, depuis, vous publiez plutôt tous les 2 ans. Depuis des années maintenant, vos livres, à chaque fois, vous sortez un rentrée littéraire. Vous avez beaucoup de papiers. Ils sont toujours remarqués. Vous dites qu'il y a, c'est vrai, certains qui marchent mieux que d'autres, qui sont plus aimés que d'autres. Mais dès la sortie d'un Goncourt, on a toujours toute la presse nationale qui est dessus. Donc, je me doute que votre éditeur vous demande aussi de publier comme tout le monde et comme tous les auteurs qui comptent tous les ans. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas envie, parce que vous voulez laisser encore du temps à ces rencontres qui vous font perdre une demi-journée avec des histoires incongrues? Ah non, il faut du temps pour faire. Déjà 2 ans, c'est pas beaucoup. Hein. Je sais pas. Là, le prochain, comme je l'ai pas commencé, en général, j'ai toujours un peu commencé l'autre. Et là, je sais ce que je veux faire, mais je sais pas bien comment. Alors du coup, ça pourrait être plus long. Non, il n'y a jamais de. Tous les ans, c'est pas possible. Enfin, bon, il y en a certains auteurs y arrivent. Amélie Nothomb, je pense, c'est une des plus régulières. Il y en a plein. Après, Lionel Duroy aussi. Enfin, je sais pas, c'est pas impossible. Enfin, et moi, simplement, je suis très. C'est un peu. Il faut une vinification. Moi. Il faut laisser les personnages. Il faut que je me nourrisse d'expériences, de choses et d'autres. Enfin bon, c'est un processus qui est beaucoup plus lent, quoi. Et en même temps, 2 ans. Enfin, moi, je fais que ça et un peu de scénario. Enfin, un peu de Vous scénario. écrivez pour le cinéma. J'écris pour le cinéma, mais j'écris pour le cinéma. Enfin, je veux dire, souvent à partir de mes propres romans, donc je les connais un peu, les scénarios que j'ai écrits. Enfin bon, mais 2 ans, 2 ans pour faire un roman. Je ne sais pas comment ça vous paraît beaucoup, peut-être à vous, je ne sais pas. Non, parce que déjà, il faut être prêt 6 mois avant, parce qu'il y a des tas de. Mine de rien, il y a des corrections, il y a des. Vous voyez, un personnage comme celui-ci, là, c'était une anecdote, mais le personnage, quand j'ai écrit le roman, il faisait 120 kilos, 1m95, 120 kilos. Ça me semblait normal, naturel. Bon, je l'ai fait lire à mon éditeur, en dehors il y a peut-être tas de choses qui n'allaient pas. Enfin, bref. Mais les 120 kilos, ça coinçait, quoi. Oui, parce qu'il nous fait vraiment rêver dans la scène où il enlace la fille, où la fille l'enlace comme un arbre. S'il faisait 120, ça ne nous ferait pas du tout rêver pareil. À 102, comme vous l'avez descendu à 102 depuis l'éditeur, ça marche mieux vraiment. Donc je suis d'accord avec moi. Ben voilà, mais ça c'était une négociation qui a duré des mois, parce que j'ai pas voulu transiger, donc j'ai descendu 118. Et puis, et après on me disait, mais tu sais, telle personne du service manuscrit, parce que chez Flammarion, comme chez les autres, il y a un service manuscrit qui est quand même qui existe, qui est important. Enfin, les manuscrits qu'on envoie sont lus, quoi, hein. Les manuscrits envoyés par la poste. Hein. Donc ils ont à chaque fois qu'ils faisaient lire autour, et les gens, c'était plutôt des lectrices d'ailleurs, mais même les garçons avaient un problème avec donc on l'a descendu à 105, puis 102. Enfin bon, il y a toute une tas de négociations comme ça sur les personnages.
enfin, il y a un travail après, évidemment, orthographique ou de concordance des temps. Moi, j'ai une liberté parfois. Ça passe parfois. Alors, on perd beaucoup de temps avec la correctrice, enfin les correctrices. Comment? Non, mais parce que, en fait, j'ai juste. Il fallait qu'il soit imposant et 102 kilos, c'est pas imposant. Enfin, non, mais c'est ça. Enfin, je veux dire, après, il y a la représentation. Il faut considérer il y a une forme de lecture subjective et quand on reçoit d'un personnage de quelqu'un qui fait 120 kilos, on a l'impression qu'il est obèse en fait. C'est ça. Alors que Alors que non. 1m95, 120 kilos, c'est pas obèse. Cela dit, il va finir par nous convaincre parce que s'il a des muscles et qu'il fait 1m95, effectivement, 120 kilos. Ouais. Enfin, il y a des tas de choses comme ça sur lesquelles il y a un doute sur la façon de comprendre une scène ou pas. Enfin, bon, bref. Enfin, ça prend du temps. Enfin, c'est surtout que chez Flammarion, on prend le temps de le faire parce qu'on travaille. C'est un éditeur que je fréquente depuis 15 ans. Oui. Donc, voilà. Oui, puis ils font attention à ça. Après, il y a des. Ça coûte. Enfin, je veux dire, oui, c'est du temps, ça coûte cher. Considéré comme là un imparfait ou plutôt un passé simple. Non, je suis sûr. Même s'il y avait un passé simple avant, là, je veux que ce soit un imparfait. Parce que musicalement, je veux. Ah non, c'est pas. Du point de vue grammatical, c'est pas correct. Ah bah écoutez, bon, ça suffit. Ça dure. Il fait en plus. Il faisait 500 pages au début, il en fait plus que 420-30. Ah. Parce qu'on a enlevé. Cette scène que je vous racontais de l'hôtel à Annonay, elle était beaucoup plus longue au départ. Oui, parce qu'elle finit, voilà, on n'a pas l'histoire des petits cailloux dans la fenêtre. Oui, donc. Elle finit. Oui. Ça, c'est une forme de. Il y a un moment, il faut peut-être s'en remettre un peu à la vie de l'autre et considérer qu'il a peut-être raison. Peut-être cette scène-là, elle nous perd, je ne sais pas. Enfin bon, tout ça, c'est un travail qui prend du temps en plus de l'écriture. Donc 2 ans, ça me semble rapide, moi. Votre premier éditeur, justement, je ne sais pas si c'est vrai. Tout ce que je vous cite, ce sont des choses que j'ai lues à droite, à gauche. Donc si ce n'est pas vrai, n'hésitez pas à me taper sur les doigts. Il dit de vous, donc celui qui vous a publié à 37 ans, alors que vous écriviez depuis que vous aviez 17, il disait de vous, il est né un jour de grève générale, on lui a longtemps fait le reproche, depuis il continue sur sa lancée, il a passé son enfance entre Paris, Le Havre, l'Eure-et-Loire et le Valois suisse, il a commencé des études de philosophie alors qu'il voulait faire nageur de combat. Ce qu'il dit là, c'est assez amusant parce que lorsqu'on vous regarde et lorsqu'on vous écoute, il y a chez vous comme une sorte de dualité, de présence et d'absence à la fois. Est-ce que la fille qui fait des compliments, ah bon, enfin, vu depuis ma Roumanie, ça fait ça. Ça ne veut pas dire que nos auditeurs vous voient pareil. Est-ce que lorsque vous êtes lancé dans l'écriture, c'est venu spontanément ou vous avez eu envie d'essayer d'écrire ou de faire un atelier d'écriture ou comment est née l'écriture chez vous? Même les premiers poèmes, ceux de 17 ans au fond. L'écriture, c'est comme le dessin. D'ailleurs, j'ai été très troublé par toutes ces présences, ces nudités. Ces présences féminines, en charmantes, effet. Là, évidemment, ce sont des expositions d'auteurs locaux. Et là, je ne sais pas qui est l'auteur. Ah, voilà. Ben voilà, c'est un peu la même démarche, sauf que là, c'est le dessin. Vous savez, on se met à dessiner quand on est enfant ou au collège. Enfin, il y en a toujours un qui se dessine, qui sait dessiner un cheval ou qui sait dessiner même une chaise. Enfin, ça a l'air tout bête, mais moi, j'étais incapable de dessiner une chaise, par exemple. Par contre, j'arrivais à faire des phrases. Alors, c'est un peu le même geste pour moi. Donc, c'est des phrases que je faisais circuler entre les élèves, comme ça, parce que j'étais élevé chez les frères des écoles chrétiennes, enfin chez les Lassaliens, les oratoriens, enfin bon, des gens un peu avec une certaine discipline, quoi, et on ne pouvait pas parler pendant les cours. Donc je faisais circuler des mots comme ça, qui étaient un peu des sortes de... Comme je ne savais pas dessiner, je ne faisais pas de caricature, hein, mais je faisais rire les autres en disant le prof, je ne sais pas quoi, enfin bon bref. Et donc c'est par les mots qu'on faisait passer, comme ça que je faisais
rire, enfin, d'une certaine façon. Je voyais l'autre au bout rire, mais tiens, mon mot lui est pas arrivé, quoi. Enfin, et ça, ils l'ont un peu repéré, parce que bon, finalement, ses frères, là, enfin, il y avait des laïcs aussi, hein, mais il y avait une forme d'attention malgré tout. Et après, j'ai pu appliquer cette démarche aux rédactions, où j'étais assez souvent dans le hors-sujet, mais je me faisais plaisir à écrire. Non. Et des professeurs, à l'époque, avaient identifié, bon, sans mettre une bonne note, mais enfin que ça valait le coup. Et y compris en terminale, le prof de philo lisait mon texte, alors qu'il n'était pas la meilleure note, mais il le lisait parce que en fait, j'avais écrit un texte pour qu'il le lise lui. Quoi. Enfin, Ah oui. c'était plus du tout... Mais j'ai eu une très bonne note au bac pour autant. Enfin bon, il y a un moment, j'ai le sentiment qu'avec le verbe, comme ça, j'arrivais à promener l'autre. Quoi. Et il y avait comme une mise en confiance quoi, de cette attitude-là des enseignants à mon égard et de considérer que bon, on pouvait être hors sujet, mais faire quelque chose d'intéressant malgré tout. Quoi. Donc c'est là qu'il y a eu une mise en confiance. Quoi, parce que, après, oui, c'est là que je me suis dit, bah, finalement, j'ai peut-être le droit de me mettre à écrire moi de façon plus, voilà, plus ample, plus large, parce que faire un roman, mine de rien, ça fait peur. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas si simple. C'est pas si simple à faire un roman. C'est très étonnant, mais il faut d'abord avoir en tête les personnages, l'environnement, le décor, et puis le propos. Enfin bon, enfin, je dis ça en ce moment parce que j'ai pas commencé à en écrire un autre, du coup. À chaque fois, ça me semble tout à fait impossible à faire. Puis quel titre, quel projet, à quelle époque, enfin, le roman, tout est possible. Alors que au cinéma, que je connais un peu, là, il y a des contraintes dès le départ. Hein. Si vous voulez faire venir un hélicoptère au-dessus du centre Leclerc, là, on dit ah mais non, attends, non, non, on fait plutôt un vélo. Ça coûte trop cher. Oui, voilà. Bah, vous connaissez plus qu'un peu, parce qu'entre les scénarios que vous avez écrits, il y a celui d'Elle s'appelait Sarah de Tatiana Doronet, film qui a très bien marché avec Christine Scott Thomas. Donc vous écrivez des scénarios, des vrais scénarios pour le cinéma, voilà. Mais oui, là c'était un vrai scénario. Oui, oui. mais non, mais ils sont tous des vrais scénarios. Mais vous avez une modestie qui fait que je suis obligée à chaque fois de. Ah non, oui, non, mais je veux dire, j'ai écrit des scénarios parce qu'on me l'a demandé à chaque fois. Enfin, d'une certaine façon, j'ai de la chance. En même temps, ça me semble quand même plus. Alors, moi, l'expérience, c'est d'adapter des romans. Donc. Et quand on veut adapter un roman au cinéma, en fait, il faut déjà voir ce qu'on va enlever. Quoi. Ça veut bien dire qu'il y a beaucoup plus de place dans un roman que dans un film. On ne peut pas tout mettre. Donc, ce roman, Repose-toi sur moi, il y a déjà plusieurs producteurs. Alors, avec le prix, ça ne va pas arranger l'affaire. Il y en aura encore. Non, parce qu'après, il faut les voir, il faut se décider, il faut savoir. Soit on connaît ce qu'ils ont fait, soit il faut voir tout ce qu'ils ont fait, enfin, bon, ce qu'ils ont envie de faire, quelle est leur arrière-pensée, qu'est-ce qu'ils ont compris du livre. Enfin bon, il y a pire comme problème dans la vie, mais ça fait tout. Non, parce qu'après, il y en a. Là, je suis un producteur qui est en même temps, un réalisateur qui est en même temps un comédien, qui veut absolument le faire et qui est même qui a débarqué, il a trouvé mon adresse, il a demandé. Enfin bon, bref, il a débarqué le matin comme ça devant moi. C'est compliqué Après, ça va être compliqué de dire non si c'est pas avec lui qu'on le fera. Enfin, c'est bon, mais toujours est-il qu'à un moment, il faudra prendre cette histoire-là, l'étaler de façon horizontale, comme ça, sur 1h30, 2 heures, mais il faudra enlever plein de choses. Peut-être qu'on passera pas par Annonay, peut-être que, non, parce que bon, mine de rien, on se balade un peu quand même. Hein, entre le personnage de Ludovic qui est recouvreur de dettes et bon, alors lui, il va plutôt en banlieue. Donc ce sont des scènes, d'ailleurs, ce sont des scènes qui sont un peu spectaculaires, mais enfin qui sont psychologiquement un peu spectaculaires. Ils rentrent chez les gens pour leur demander l'argent qu'ils doivent. Donc c'est un peu tendu. Ludovic n'est quelqu'un pas très sûr de ce qu'il fait. Il ne le vit pas mal. C'est un ancien agriculteur reconverti dans cette vie citadine
pour laisser la ferme à sa sœur et à son beau-frère, Mais c'est la ferme. parce que la ferme, aujourd'hui, l'agriculture, c'est compliqué et qu'ils ne pouvaient pas être plusieurs. Donc, il choisit de faire ce métier-là, mais on sent que c'est quelqu'un de finalement très sensible, qui prend sur lui pour ne pas s'apitoyer sur le sort des gens qu'il rencontre, mais qui réfléchit beaucoup. Bah, il fait ça avec humanité, on va dire, oui, parce qu'il y a un moment, c'est la seule solution d'ailleurs d'arriver à engager le dialogue. Hein. C'est pas évident de débarquer comme ça dans la vie des autres en disant, en fait, vous devez 600 € au bijoutier de Livry-Gargan, ou vous devez 6 mois de loyer à votre propriété. C'est pas commode. Hein. Le recouvrement de dette, ça existe un peu en dehors des. Ce ne sont pas des huissiers, hein, ce sont des sociétés privées. Donc, il y a une forme de tact à avoir. D'ailleurs, pour tout. Enfin, comme quand vous refusez un café qui n'est pas assez chaud, ou qui n'est pas loin. Enfin, vous voyez, à tout moment dans la vie, on est un peu dans cette négociation-là avec les autres. Et donc, oui, bon, bah, voilà, c'est des scènes qui sont intéressantes à faire. Ça, pour le coup, c'est pas en termes il suffit d'avoir des bons comédiens pour le faire vivre, quoi, et puis de trouver les bons dialogues, quoi, pour que ça monte un peu entre eux, quoi. D'ailleurs, dans le roman, c'est assez dialogué, ces passages-là. Ça permet de montrer comment lui avance un pion et la personne en face recule ou avance, et puis cette forme de... C'est un peu il est psychologue, il a un peu aussi... il arrive à avoir une forme d'emprise sur les autres, les convaincre à finalement faire cet échéancier. Bon, voilà. Aurore est dans un métier tout à fait différent. C'est la mode, styliste à Paris. Donc ça, c'est carrément... c'est un métier que je connais bien pour connaître des gens dans ce milieu. Donc, ces expériences, ces anecdotes, ça fait longtemps que je me dis qu'est-ce que je peux en faire. Et finalement, bah, j'ai habillé mon personnage de ce métier-là, quoi. Ce qui me permettait, alors c'est pas vraiment intentionnel de faire des gens venus d'univers aussi différents, mais en même temps ça me correspond un peu parce que moi ma famille est en milieu rural et j'habite plutôt à Paris. Enfin, je suis écrivain, qui est un métier qui est un peu proche du styliste finalement. Et en même temps, dès que je retourne chez les miens, on bascule dans autre chose. C'est-à-dire, enfin, je veux dire, je sois écrivain, c'est pas important. Enfin, c'est plutôt est-ce que tu fais un coup de main pour le bois ou pour ci ou pour ça. Enfin bon, donc cette forme de parler de double culture, c'est un peu exagéré, mais enfin c'est une panoplie différente, quoi. Déjà, même enfin, je veux dire, dans les vêtements, dans les chaussures. Voilà, j'ai fait une scène le personnage achète des chaussures neuves à un moment un peu des chaussures vernies parce qu'il sent bien qu'à Paris il n'est pas habillé comme il faut, quoi. Donc, il est très bien dans ses nouvelles chaussures, mais quand il va voir son père à la campagne, à la ferme, et que le père l'appelle dans l'étape parce qu'il y a il y a un veau qui est né dans la nuit. L'autre, il regarde ses chaussures, il dit, mais je ne vais pas aller là-dedans. Donc du coup, il y a un moment, oui, il y a comme quelque chose d'un peu irréconciliable, quoi. Et donc le père lui balance, bah quoi, t'as peur de salir tes chaussures, c'est ça? Et bon, voilà. Donc c'est des sensations que j'ai moi de façon courante. C'est le plus spectaculaire, enfin le plus notoire, c'est quand j'arrive là-bas et que les chiens viennent vers moi. Et le premier jour, je les repousse, quoi. Enfin, oui, ok, d'accord. Et puis 3 jours après, je me rends compte que je les prends à pleine main, que je les empoigne, quoi. C'est comme s'il y avait deux logiciels un peu différents, quoi. Donc ça, moi, je le ressens d'une certaine façon sans m'en rendre compte. Donc je me suis dit, autant faire quelque chose en faisant 2 personnages. Oui. Qui sont l'un... ça reprend un peu de mon ambivalence, quoi. Et ce qui est très surprenant avec vos personnages, enfin moi en tout cas je le vois comme ça, il y a chez tous, et là je pense à Ludovic plutôt qu'à Aurore, une difficulté à communiquer et à trouver sa place. Et peut-être au fond à Aurore aussi. Est-ce que vous le ressentez comme ça aussi ou c'est juste ma clé de lecture à moi? Non, c'est
d'une certaine façon, il y a ces deux solitudes, quoi. Aurore qui est une solitude très entourée parce qu'elle a des enfants, elle a un mari qui gagne de l'argent, enfin qui a un métier un peu qui est américain, qui travaille dans les nouvelles technologies. Donc c'est aussi un personnage qui m'intéressait, ça c'est de la personne qui réussit d'une façon considérable. Et moi j'en ai vu des gens réussir d'une façon un peu spectaculaire, que ce soit en particulier dans le cinéma, quoi, des comédiens qui ont explosé. Et c'est vrai qu'il y a un moment, eux-mêmes sont un peu satellisés sur... Enfin, ils perdent un peu le contact avec leur vie d'avant. Parce qu'il y a une sollicitation permanente qui fait que... voilà, qui fait qu'ils ne répondent plus systématiquement aux textos. Enfin, il y a une forme de... Il y a des gens qui s'écartent de cette façon-là. Après, il y a ceux qui s'écartent parce qu'ils ne réussissent pas, mais ça, c'est plus courant. Mais... Vous le retracez très bien avec votre sensibilité, Serge Joncour, dans le livre, cette histoire de texto, par exemple, avec une de vos métaphores qui surgissent tous les 3-4 pages. Là, sur le texto, vous le dites, mais je ne l'ai pas en tête. Vous rappelez ce moment où le mari ne répond pas au texto parce qu'il n'a pas le temps, mais combien cette chose peut être douloureuse. Je cherchais une phrase, je cherchais un petit extrait, j'ai du mal. On va partager le micro tous les deux. Je vais vous lire un petit extrait, parce qu'on parlait donc de Ludovic, on a parlé d'Aurore, cette fille qui est styliste, à qui tout réussit, ou presque, en tout cas jusqu'à ce qu'arrive cet automne-là, où elle va faire la connaissance de Ludovic, son voisin. On ne va surtout pas dévoiler le livre, parce que franchement, peut-être même plus que d'autres fois, il ne faut pas que je vous raconte, parce que sinon vous ne lirez pas pareil les 340 pages du livre. Parce que c'est un livre, vous l'avez compris, à la manière de parler de Serge, dans lequel on rentre et on est porté. C'est à la fois une satire sociale, à la fois un roman policier parce qu'on veut savoir ce qui va se passer après, à la fois un roman d'amour, à la fois une profonde et sensible découverte de ce qu'est notre société, de ce que sont nos modes de vie d'aujourd'hui et de ce que sont nos solitudes à tous, quel que soit finalement l'escalier A, celui luxueux, ou C, celui de piteux où on habite, quels que soient nos âges, quels que soient nos milieux. Je trouve que ce qu'écrit Serge est très universel et je trouve qu'il a une manière d'être drôle, ça vous le savez depuis ses livres, et puis on le voit beaucoup, mais d'être aussi d'une sensibilité terrible. Et là, je voulais vous lire juste l'extrait. Après la fameuse scène de l'hôtel, vous savez, notre styliste se retrouve, parce qu'elle doit visiter une fabrique de vêtements, se retrouve dans un hôtel où elle a perdu le code. Enfin, elle a déjà des problèmes pour sa boîte. Ensuite, elle n'a pas le code. Elle doit aller dans le bar d'en face pour trouver un moyen de rentrer dans sa chambre. Et donc là, elle va rentrer enfin dans sa chambre. Et en fait, je vais vous lire ce qu'elle ressent, elle, parce que moi, je trouve ça incroyable qu'un homme, et lui, je le regarde bien, il a quand même l'air très masculin, écrive comme ça, puis se mettre à ce point-là dans la tête d'une femme. Vous ménagez le suspense d'une façon étonnante. Mais bon, on va le lire vraiment. Voilà, vous l'avez c'est le bon? Oui, c'est bon, je l'ai trouvé. Non, peut-être qu'il faudrait préciser avant. Non, je plaisante. Non, je précise rien, je dis juste que c'est peut-être la clé qui permet sa rencontre avec Ludo. Voilà, c'est ça que je voulais dire, un dernier. Si bien que là, maintenant, en se posant enfin dans sa chambre, après la peur qu'elle avait eue à l'idée de passer la nuit dehors, elle eut tout d'un coup l'envie d'appeler quelqu'un. Elle ne savait pas qui, une voix à l'autre bout du fil qui simplement lui réponde, une voix qui la rassure, une voix qui sache trouver les mots, même à minuit passé, une voix qui lui ferait ce don insensé de tout écouter et qui à distance saurait l'apaiser, lui dire qu'elle allait bien dormir malgré ce lit froid. Elle songea à appeler Richard, son compagnon donc. Mais ce soir, il était à ce showcase qu'il sponsorisait. Elle ne se sentait pas de débarquer dans sa sphère par un coup de fil pour se plaindre, lui demander de l'aide. Depuis Londres, qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour elle en plus? En plus, c'est moi qui le dis, pardon. Parfois, à des petits carrefours inattendus de la vie, on découvre que depuis un bon bout de temps, déjà on avance sur un fil. Depuis des années, on est parti sur sa lancée, sans l'assurance qu'il y ait vraiment quelque chose de solide en dessous, ni quelqu'un, pas uniquement du vide. Et alors, on réalise qu'on en fait plus pour les autres qu'ils n'en font pour nous, que ce sont eux qui attendent tout de nous. Dans ce domaine, les enfants sont voraces, avides, toujours en demande et sans la moindre reconnaissance. Les enfants, après tout, c'est normal de les porter. Mais elle pensa aussi à tous les autres, tous ceux face auxquels elle ne devait jamais montrer ses failles, parce qu'ils s'y seraient engouffrés, ils ne lui auraient pas fait de cadeau.
Ils sont rares ceux qui donnent vraiment, ceux qui écoutent vraiment. Voilà, ça c'est juste un petit extrait. Moi, je trouve que vous faites partie, Serge, de ceux qui écoutent vraiment et qui donnent vraiment. Et si je dis ça, ce n'est pas pour parler du roman, mais pour parler de cet enthousiasme. Et je suis convaincue que ce que je dis, ce n'est pas moi qui le pense. L'enthousiasme général qu'a suscité l'obtention de votre prix la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez remarqué à la télé, souvent, lorsqu'il y a un prix, il y a les déçus, il y a ceux qui crient à l'injustice, à la maison d'édition qui a magouillé, il y a ceux qui sont déçus parce que l'auteur qu'ils voulaient n'a pas eu le prix. Et pour Serge Joncourt, ça a été unanime. Je fais partie de ceux qui ont sauté des joies, mais moi, je suis personne. À Paris, le monde des journalistes, le monde des lecteurs, le monde des libraires, tout le monde a réagi de la même manière, avec une joie immense. Et ça, c'est peut-être justement au Serge, parce que vous savez encore prendre le temps d'écouter et de donner aux autres. Vous écoutez ou pas? Vous voyez, là, je le sais, en fait, c'est pour ça que ça fait une demi-heure que je fais un monologue, pour voir. Ah oui, non, moi je vous écoute. Hein. Non, mais en plus, j'aime bien les gens qui parlent. Enfin, j'aime bien écouter, moi, plus que. C'est vrai qu'en fait, c'est physique. Hein. Et je préfère. Enfin, je suis un curieux d'une façon générale. J'ai toujours besoin y compris dans un train, savoir qui est en face de moi, pourquoi elle est là, pourquoi il est là. D'ailleurs, aujourd'hui, avec le téléphone portable, c'est une vraie aubaine parce que parfois, quelqu'un passe un coup de fil et on a tout un environnement. Quoi. C'est quand même. On peut être en face de quelqu'un dans un train en se posant la question de qui il est ou pas, mais moi je le fais en tout cas. Mais quand il téléphone, déjà il y a la voix qu'on ne connaissait pas. Il y a une façon de parler, puis on sent des choses parfois étranges. Enfin, je dis ça parce que je suis souvent dans le train en fait, mais bon. Donc j'aime bien écouter parce que aussi j'aime bien, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une forme de curiosité. C'est pas nécessairement. Enfin, je dis pas que c'est bien. Hein. Mais à propos des trains, Serge, j'ai entendu dire que lorsque vous étiez ado, déjà, il vous arrivait de prendre le train et de partir juste pour être dans un train comme un besoin, en fait, non? Parce qu'aujourd'hui, vous continuez à prendre le train pour aller partout en France, alors que franchement, c'est un temps si long. Ah oui, mais je vais même jusqu'en Hongrie en train. J'aime le train. Moi, Budapest, j'y suis allé souvent en train. Oui, je préfère. Je préfère le train à l'avion d'ailleurs. Et puis il y a une forme de contemplation un peu rêveuse et en même temps on peut réfléchir à son roman par exemple. C'est pas un mauvais endroit le train pour réfléchir ou alors on peut lire aussi. Sur le Paris-Lausanne, vous savez, il y a beaucoup d'hommes d'affaires. Ils sont très impressionnants. Dès 9 heures le matin, ils sont là, ils sont impeccables. Hein. Et ils ouvrent l'ordinateur et le train part à 300 km/h comme ça. Et on se dit que mince, bon sang, c'est pour ça qu'ils ont réussi. Ils sont au taquet, quoi. Hein. Et puis, 3 quarts d'heure après, il y en a la moitié qui se sont endormis avec la bave. Il y en a qui. L'ordinateur s'est éteint tout seul. Enfin bon, puis il y a ceux qui rêvassent tout simplement. Il y a ceux qui regardent un film, il y a ceux qui lisent, il en reste quand même. Donc le train, c'est un endroit c'est un territoire formidable parce que on est bien assis, enfin de moins en moins. Et puis ça bouge, quoi. C'est quand même extraordinaire. Ça. J'aime le bateau de la même façon. Enfin bon, bref. Et c'est aussi des lieux où on peut faire enfin le bateau surtout, on peut faire des rencontres. Et encore une fois, ça reprend ce pas de côté, quoi. Alors moi, quand j'étais adolescent, j'ai fugué plusieurs fois, bon, mais en prévenant, en disant que je partais, quoi. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, donc je me souviens d'un coup de fil à Bonifacio pour trouver une cabine pour appeler mes parents pour dire il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent, j'étais toujours en France. J'ai besoin d'aller voir ailleurs d'une façon permanente. Donc c'est aussi pour ça que je fais ces rencontres. Maintenant, sur ce que vous disiez du prix, c'est vrai que ça a fait plaisir à des Non, tas mais de ça, gens. c'est Parce clair, que je ça, suis c'est aussi certaine de ça. qu'ils l'attendaient pour moi. Et du coup, ça crée une forme d'enjeu supplémentaire à me dire bon sang, il faut aussi que je l'ai pour ceux qui me disent mais bon sang, quand est-ce que tu vas l'avoir? Mais j'y peux rien. C'est pas, c'est une sorte de loterie quand même. Hein. Il faut se retrouver déjà dans la bonne. Déjà, il faut être sélectionné
Et après, il faut aller jusqu'au bout. C'est quand même un truc. Alors, ouais, c'est un peu hasardeux. Bon, c'est arrivé cette année, ça tombe bien. Et le prix Interallié, c'est un beau prix. C'est un des Ah oui. classiques d'automne, quoi. Et puis, c'est une émotion particulière déjà de recevoir un prix. Voilà, vous attendez dans un café. C'est un peu quand on est en finale d'un prix, c'est un peu tout le monde vit ça. Enfin, tous ceux qui y sont, en tout cas, ils attendent dans un café avec l'éditeur. Et puis, à partir de là, soit on va chez Drouin pour le Goncourt ou chez Lasserre pour l'Interallié, soit on prend un croque-monsieur, quoi. Bon, moi, j'en ai mangé des croque-monsieur. Et on a beau faire, hein, on a beau simuler l'enthousiasme, il y a un moment, on se dit, mince, c'est encore raté. Bon, bah là, j'ai vécu l'expérience inverse, c'est réussi. Donc, déjà, ça rassure. Moi, très, très égoïstement, pour moi, ça me consolide, ça me rassure, parce que ça fait du bien d'être victorieux. Et puis ça a créé une sorte d'émotion particulière d'arriver devant les journalistes et que voilà, tout le monde vous pose des questions. Et après, d'entrer dans le. Parce qu'il y a quand même un déjeuner avec, avec les jurés, enfin avec le jury au complet, qui est un moment d'émotion aussi, finalement. Je pensais être un peu impressionné par tout ça, surtout que dès le départ, on vous dit, vous savez, la tradition, c'est faut chanter une chanson, mais pas maintenant, quand vous voulez. Et Philippe Tesson, président donc et Jean-Marie Roire, qui est son associé, ils sont tous les deux, ils président, quoi. Il me dit, mais une autre solution, c'est d'attendre qu'ils soient tous bourrés pour qu'on oublie de vous le demander. Enfin bon, bref. Et alors, après, commence une conversation cordiale, etc. Et puis à un moment, ils se sont mis entre eux à s'engueuler, disons le mot, parce que pour convenir de l'endroit pour le prochain déjeuner. Parce que la serre c'était trop cher, et là-bas c'était pas assez joli, et puis là-bas c'était formidable. Alors du coup, je les ai vus. Alors moi j'étais le lauréat, mine de rien. J'ai assisté à une engueulade de famille qui était assez élégante, hein, parce qu'entre Roire, Tesson, il y a des gens qui ont du vocabulaire, quoi. Mais il n'empêche que ça s'envoyait des piques féroces, quoi. Tout ça pour une histoire du choix de lieu de déjeuner. Oui, mais c'est important enfin bon, un jury, c'est un peu un monde à part, donc c'est des gens qu'on considère de l'extérieur. Et une fois qu'on est à l'intérieur, bon, ça permet de goûter le moment, quoi, et ça crée des souvenirs, hein. Je dis pas que j'en ferai une scène ou un livre, parce que là, Ah non, si vous voulez peut-être avoir un après. autre prix, c'est pas là. Non, non, faut Oui. pas commencer comme ça. Non, On va rester, Serge, dans la ruralité. On va passer à la question suivante. Je plaisante. Je plaisante parce que le temps file et que nous passerons à la dédicace dans pas longtemps. Moi, j'ai remarqué, je n'ai pas lu tous vos ouvrages, mais dans nombreux de vos livres, le monde rural apparaît avec une forme de tendresse, avec une forme de sentiment d'étrangeté, un peu, parfois, on a l'impression. Et puis dans celui-ci aussi, dans Repose-toi sur moi, on a le monde rural, puisque Ludovic, on l'a dit, est un ancien agriculteur, qu'il retourne dans sa famille. D'ailleurs, je vais vous lire, là ça fait juste 3 lignes, une phrase sur laquelle je suis tombée en cherchant autre chose tout à l'heure, que j'avais notée aussi. Cela nous explique pourquoi Ludovic retourne donc toutes les 6 semaines de Paris voir sa mère à la ferme. Ça dure 3 lignes, rassurez-vous Serge. C'est pourquoi Ludo continue d'aller là-bas le plus possible, pour ne pas perdre le contact. Une famille, c'est comme un jardin. Si on n'y fout pas la pied, ça se met à pousser à tire-larigot, ça meurt d'abandon. Voilà, c'est un peu... C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les phrases de Serge, on suit l'histoire du livre, et puis d'un coup, on a des phrases comme ça, qui nous éclairent, et qui sont d'une grande justesse, d'une grande sensibilité aussi. Alors, pour revenir à ma question initiale, pourquoi la ruralité se retrouve-t-elle si souvent dans vos livres? Parce que ça fait peut-être partie des raisons pour lesquelles vous n'avez pas eu de prix à Saint-Germain plus tôt aussi. Oui, parce que c'est un univers que je connais, enfin que je connais bien, quoi. Et puis après, pour le reste, la famille, j'écris toujours un peu autour de la famille. J'aimerais bien écrire vraiment l'histoire d'une famille. Enfin, c'est quelque chose qui, il y a une forme de pente un peu systématique. C'est un glissement vers l'engueulade, quoi. C'est un truc, alors, vraiment, je l'observe un peu partout, et puis dans tous les milieux, quoi. Enfin, c'est garder la cohésion d'une famille, c'est quand même, chez moi en partie. Alors bon, chez moi, il y a des cas, quoi, c'est sûr, hein. Il y a vraiment, on n'est pas gâté, hein, vraiment. Euh,
Je croyais être à l'abri de ça. Il y a un libraire m'a invité à Toulouse, une grosse librairie à Toulouse. Là-bas. Et ils font une rencontre par jour, donc il y a un moment, ça devient un peu l'usine, mais enfin ils le font bien. Bon, bref. Et alors, comme une sorte de cycle, il boit une coupe de champagne avec vous, puis vite il rentre parce qu'il a mal au dos, il a mal au dos. Enfin bref. Et puis là, il me dit, oui, j'ai mal au dos, je viens d'acheter une maison dans un bled perdu du Lot. Je dis, ah bon, mais vers où? Oh non, je connais pas. Bah, dites toujours. Et là, il dit, à Parisot. Parisot, quoi, à Parisot? C'est la maison de ma belle-sœur. Quoi? Bon, alors, et alors, je trouvais ça formidable. Il dit, tiens, ça crée une sorte de lien, quoi. Du coup, il me lâchait plus. On a ouvert notre bouteille. Enfin bon, bref. Il avait plus mal au dos. Mais après coup, je me suis dit, non, de Dieu, il va être au courant de toutes mes... Parce que la famille là-bas, c'est quand même du lourd. Hein. Et finalement, ça, je ne peux pas vraiment écrire là-dessus parce que ça va loin, parce que ces histoires de terre. Alors, la terre, elle vaut pas grand-chose pourtant là-bas, mais quand même, quoi. Euh, Quand il y a de la terre, en plus, ça c'est particulier au monde rural, évidemment, il y a de la terre, donc il y a vous savez, les enjeux de la terre. Moi, il y a des voisins, si vous allez prendre leurs champignons de l'autre côté du chemin, ça peut finir très mal, quoi. Enfin, je veux dire, encore, il y a un an, il y en a un chien qui a été empoisonné. Alors bon, oui, c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Bon, moi, j'y suis pas tout le temps, donc j'y vais tous les 3 mois. À chaque fois, j'ai un nouvel épisode. Et puis ça va crescendo, quoi. Du coup, pour Noël, je suis inquiet là. Oui. Il faut... Non, mais je dis ça sérieusement parce que ça serait intéressant d'écrire là-dessus, mais en même temps, là, c'est mettre en cause des gens qui sont trop proches. C'est compliqué, Ah là, oui. vous voyez. Bon, ben lui, malgré tout, je glisse des choses sur la mère qui perd un peu la tête et que les autres s'en occupent plus vraiment, donc elle reste dans sa salle à manger. Donc, lui, il y va tous les 2 mois, puis il lui fait faire un tour. Donc, et à un moment, elle se dit même, tiens, c'est peut-être pour ça que je l'ai fait si costaud, celui-là, c'est pour qu'il me fasse marcher jusqu'au pont et qu'on revienne, quoi. Et lui, il voit ça depuis, un peu comme moi finalement, enfin, en revenant 3-4 fois par an. Et là, c'est une saison différente à chaque fois. Il y a des choses nouvelles qui sont arrivées. Il y a un petit neveu qui est né ou pas. Enfin, c'est très bizarre ça. Quand on y est tous les jours, finalement, Mm. on se voit pas changer. Mais quand on y va 3 fois par an, on observe. On est dans une position un peu différente, quoi. Et là, parfois, il faut y aller avec les pincettes parce que surtout quand c'est des rugueux. Enfin, ça peut être tendu, hein, donc. Est-ce qu'ils vous lisent? Est-ce que votre famille lit vos romans? Ça, j'espère pas trop parce que mes parents, oui, c'est un peu, on n'en parle pas trop. Que j'ai un prix comme ça, on m'a passé un coup de fil, hein, évidemment. Mais c'est un peu le danger. D'ailleurs, c'était un peu dans mon précédent roman, c'est l'écrivain national qui arrive dans un petit village comme ça, une résidence d'auteur, comme on dit. Et là, alors l'attitude, moi je l'ai ressenti, il y a ceux qui ont envie de parler à l'écrivain parce qu'ils veulent vous raconter leur vie. Il y a des tas de gens qui veulent raconter. Mais je vous jure que ma vie est intéressante. Faites-en un roman. Mais oui, mais enfin bon, il faudrait qu'on discute. Tout ça, pas sûr, quoi. Donc, puis il y a ceux qui vont. Ah ben voilà, c'est l'écrivain national, voilà, tout à fait. Dont j'écris le scénario en ce moment. Bon, bref. Eh ben, il y a ce double rapport là, et ceux qui se disent on va surtout pas lui parler à lui parce que on va se retrouver dans un livre un jour, quoi. Ça, Et ça, je le ça- sens dans. ça risque de nous arriver aussi. Oui, à tout moment, J'espère c'est que vrai, non. c'est un peu le. Parce qu'il y a un moment, c'est ce que je disais au début, on se sert d'observation et de situations un peu. Si un jour dans mon prochain roman, je mets un libraire qui a racheté la maison de ma belle-sœur alors qu'on est en conflit au tribunal d'Agen, bon, enfin, il va se reconnaître. Enfin, alors, donc si je dis c'est un pauvre type de libraire qui est un chemin, bon, il va. Oh, d'accord, non, héros, monsieur. Bon, si je dis c'est un formidable libraire, sympathique et généreux, elle a dit ah bah merci, c'est genre. C'est très délicat, hein. Et parfois, il y a même des gens qui pensent se reconnaître dans un personnage alors qu'on n'avait pas pensé à eux. Donc, comment dire, il faut, un, il faut un peu de sang-froid par rapport à ça. Mais parfois, vraiment, moi, j'ai été vacciné assez tôt. J'ai écrit un recueil de nouvelles, situations délicates, qui parlait de
je parlais de la difficulté quand je passe tous les matins devant le type qui fait la manche. Là, je lui donne pas tous les jours. Enfin, je veux dire, puis parfois je lui donne pas pendant un mois. Enfin bon. Ouais. Mais vous lui serrez la main pour de vrai? Oui, alors. Est-ce que vous avez une scène là justement sur la Roumaine qui fait la manche? On me l'a reproché sur la Roumaine qui fait la manche. Non mais dans une émission. C'est pas un reproche. Vous voyez, vous faites comme les autres qui le prennent pour. Dans une émission de télé, on m'a reproché. Premièrement, le personnage est trop gros et deuxièmement, il serre la main à la Roumaine plutôt que de lui donner 1 euro. Enfin, j'avais envie de lui dire, mais vous faites quoi? Enfin, bon, bref. Non, mais l'anecdote intéressante, c'est ça, c'est que. Alors après, il y a les journaux gratuits qui sont arrivés. Donc, ce monsieur me donne le journal gratuit et puis il attend que je lui donne quelque chose. Donc, j'ai dit, on va faire comme. Tous les vendredis, je vous donne 2 euros et puis alors, vous me donnez le journal gratuit pendant la semaine. Vous venez d'inventer le journal payant. Il est formidable, on fait comme ça. Et donc, je fais une petite nouvelle où je raconte ça, quoi. Et je mets le SDF qui donne le journal gratuit. Bon, ouais. Et alors, c'est un truc improbable. Parce que c'était les dernières émissions de Pivot, j'y passe, etc. Ce garçon avait une copine qui a vu que j'étais passé qu'ici, que ça. Elle achète le livre, et elle tombe sur le... Et elle reconnaît, parce que la situation, etc. Et donc, je passe un beau matin, comme ça, peut-être 3 semaines après, je vais vers lui, et là, je sens il était prêt à me foutre une gifle, quoi. Il me dit, je suis pas SDF. Je lui dis, bah non, enfin, non, t'es pas, tu vends le journal. Enfin, et vraiment, il avait très mal pris, parce que là, dans ton roman, c'est écrit que je suis SDF qui vend le journal gratuit. Bon, je suis pas SDF, moi. C'est mon travail de distribuer le journal gratuit. Vous voyez, d'ailleurs, il est moche ce mot de SDF, mais bon, du coup, quand quelqu'un se le prend dans la figure, qu'il entend parler de lui en tant que SDF, c'est qu'une gifle, quoi. Et ça, je ne l'avais pas senti. Donc c'était en 2001, ça. Donc depuis, j'ai une forme de vigilance, de prudence totale vis-à-vis de ça, de savoir qu'on peut blesser, quoi. Et surtout quand on met en scène, il y a ceux qui sont dans l'autofiction, c'est-à-dire qui se racontent vraiment. Ils racontent leur vie avec la femme, le voisin, la mère, tout est explicite. Alors ils s'arrangent après avec leur famille. Hein. Souvent, ça se passe pas bien. Hein, je pense. Il y a des tas de noms. Hein. Bon, c'est une démarche, quoi. Moi, j'ai une démarche qui est différente, c'est de servir parfois de vrais personnages, d'anecdotes de personnages, mais que je distribue dans d'autres personnages que j'invente. Parfois, il y en a qui se retrouvent. Et là, ça peut blesser ou ça peut faire plaisir. C'est assez compliqué à négocier. Mais c'est-à-dire que je travaille sur un matériau qui est réel, quoi. Beaucoup de choses sont vraies dans ce roman. C'est ça qui est très étrange. Ça donne une sorte de fiction, une histoire qui est un roman, qui est inventé, mais en même temps, il y a beaucoup de choses, de décors, l'histoire des corbeaux m'est arrivée vraiment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des corbeaux qui se sont installés dans les arbres et à partir de là, ça devenait le soir, ça fait un bruit atroce, enfin bon, bref. Et il y a des gens qui sont... moi, je n'étais pas à l'aise parce qu'ils sont en face. Mais il y a une femme qui a peur des oiseaux, elle avait carrément peur d'entrer dans l'immeuble. Bon, du coup... qui déclenche... Tout ça, c'est fait de réel, quoi. Sinon, cette anecdote des corbeaux, alors, du coup, parfois on me dit, oui, vous avez raison, il y en a de plus en plus de corbeaux. C'est une prise de conscience. Quoi. Le réchauffement climatique, tout ça. Oui, enfin, il y a de plus en plus de corbeaux en Paris, en ville, oui. Il y a même des goélands à Paris et des mouettes qui vont chasser les piafs. Enfin bon, il y a tout un débat là-dessus, mais qui a tort, qui a raison, il faudra arbitrer un jour. Il faut virer les corbeaux. Est-ce que je la lis la Roumaine ou pas? Pardon? Est-ce que je lis l'extrait de la Roumaine ou pas? C'est vous le... C'est moi qui décide, vous avez raison. Ce micro me tue. On va passer à la dédicace d'ici maximum 10 minutes. Serge, si vous avez une idée de lecture pour finir, d'une petite page que vous nous lirez, vous, sans accent et sans écorcher les mots. Moi, il y en a plein que j'aime beaucoup. J'aime terriblement la description de Paris, la description qui finit par la Seine. J'aime plein. Je n'ai pas arrêté de noter des extraits que j'aurais pu lire. Donc, je vais vous laisser choisir la dernière lecture. Moi, je vais vous lire là la Roumaine. Ça ne veut rien dire du livre, parce que vous l'aurez compris, ce que je fais depuis le début, c'est de ne rien vous dévoiler de l'histoire de ce livre. Vous avez compris qu'il y a 2 personnages, mais je pense qu'il faut le lire comme ça, surtout pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas lu. Est-ce que quelqu'un l'a déjà lu avant la rencontre? Voilà, Christelle, mais...
En fait, moi, je trouve que c'est génial d'avoir d'abord rencontré Serge, de l'avoir vu en chair et en os lorsque vous commencerez à lire son livre, parce que vous serez porté différemment. Et surtout, je ne voulais pas dévoiler. Donc, je ne veux pas lire des extraits qui puissent trop nous dévoiler. Mais je vous fais la roumaine parce que je trouve que ça fait partie de la justesse de Serge, parce que son style, ceux qui le lisent, qui ont l'habitude, comme Christelle, de le lire souvent, ont remarqué d'abord son humour, parce qu'il a énormément d'humour, ont remarqué aussi sa sensibilité, ce que je vous montrais tout à l'heure, mais on remarqué... Ah, merci, Anthony. Merci. Il me tue ce micro, je suis hâte d'en finir avec. On remarquait aussi que vous décrivez, en fait, Serge, tout au long de vos romans, et là, c'est le cas de tout ce que j'ai lu de vous, l'absurdité de notre monde d'aujourd'hui. Mais pas pour le dénoncer, mais avec votre manière drôle. Voilà, vous partez d'une idée, et puis vous nous la décrivez. Et là, on va aussi voir comment Serge Joncour voit la Roumaine à Paris, sur le trottoir. Je vous lis ça parce que je me suis dit, je n'ai jamais regardé une Roumaine en face, peut-être pour tout un tas d'autres raisons. Mais là, après avoir lu ça, moi j'ai envie de regarder le visage d'une Roumaine qui fait la manche à Paris, et je ne manquerai pas de le faire grâce à vous, Serge. Alors voilà, l'extrait. Derrière l'arrêt du bus, face à l'église, la jeune Roumaine était adossée à la vitre, assise sur son carton, pas franchement à l'abri, elle planquait son môme sous son imperméable, le tissu ramené comme une tente de fortune. Yana ou Ilana, le jour où il lui avait demandé son prénom, c'était l'été, il lui avait fait répéter plusieurs fois. Elle dessinait des lettres dans sa paume avec son index, mais il ne comprenait pas. Peut-être même qu'elle ne savait pas l'écrire, son prénom. Au niveau de la conversation, ils en étaient restés là. Alors, tous les matins, il lui disait « Bonjour Yana », non pas parce qu'elle lui plaisait, encore moins par charité, mais parce qu'elle était là. Il ne lui donnait pas d'argent, une poignée de main seulement, et encore pas tous les jours, sans quoi ça aurait été sans fin. Elle était pourtant belle, cette fille. Ses yeux noirs éclataient dans l'ombre de ses pommettes. Elle était belle avec son petit sourire trempé, mais personne ne la voyait. Il les haïssait tous de faire semblant. Ça aurait été un chat, il se serait baissé pour le caresser, l'appeler. Mais cette fille, jamais il n'avait vu quelconque lui parler, ni lui sourire, ni la regarder, comme cette voisine qui le toisait, cette bourgeoise qui se croyait des droits avec ses 15 malheureux mètres carrés de jardin, alors que lui, il en avait des hectares de terre. Bon, après, c'est la suite de la bourgeoise, c'est sa voisine, la styliste, sa voisine de palier qui le toise. Voilà, je vous dis ça parce que voilà, c'est une rencontre au coin d'une rue qu'on fait toujours. Et il n'y a que vous, Serge, pour regarder comme ça et pour voir les choses comme ça, de l'autre côté, sans rentrer dans le côté pathétique, dans le côté... Vous remarquez, vous passez à autre chose. C'est aussi ça un peu. Oui, parce que je suis curieux, donc je regarde, et voilà. Quand on regarde, un regard, c'est une prise de contact. À partir de là, mais c'est à chacun de juger de son attitude. Enfin, moi, mais lui, simplement, il découvre ça parce qu'il a vécu 40 ans dans la vallée du Célé, au fin fond du Lot, et voilà, il n'était pas soumis à ça, quoi. Et aussi le fait de marcher. Enfin, c'est quand même avant tout une histoire de rencontre on l'aura compris, entre ces deux personnages, et qui s'apprivoisent un peu. Ce qui est intéressant dans la rencontre, c'est quand on rencontre quelqu'un, et ça, encore une fois, il n'y a que le roman qui permet de le faire, c'est d'avoir en tête tout ce qui se passe dans la tête de l'un et de l'autre. Parce qu'une rencontre, c'est un mélange d'étonnement, d'enthousiasme et de désir, et en même temps, c'est un peu affolant. On se dit, oh là là, qu'est-ce que... Surtout chez Aurore, surtout d'autant plus qu'ils s'habitent dans le même immeuble, ce qui est quand même... ça ajoute un risque, quoi, pour cette femme de rencontrer un homme qui habite l'escalier en face, quoi. Sachant qu'au départ, ils se rencontrent début septembre, il y a encore des feuilles, quoi, sur les arbres au milieu, dans la cour, et puis petit à petit, les jours passent, et les semaines, et les feuilles tombent, et réalisent qu'en fait, elle voit chez ce voisin, quoi. Donc, petit à petit, bon, ils vont se parler, se rencontrer, s'aimer, et quand elle va aller chez lui, elle aura du coup un regard sur sa vie à elle, sur son nid. Ça, c'est quelque chose aussi qui m'est arrivé, moi, d'invité par les Italiens qui venaient d'acheter en face. Et donc, du coup, j'ai mangé des pâtes, elles étaient bonnes, mais le fait de voir mon appartement à 20 mètres, là, je lui dis, tiens, alors ça, c'est vraiment, alors, c'est spectaculaire, quoi. Oui, c'est drôle, parce que
Il trouvait ça, oui, c'est chez vous. Ben non, mais je vous assure. Enfin, pendant tout le dîner, j'avais le regard. Je regarde, je me dis à un moment, je vais rentrer. Je guettais le moment où j'allais arriver. Enfin, et en même temps, on se dit, tiens, c'est là-dedans qu'on vit. Ah, du coup, alors quand on voit de l'extérieur, ça a l'air plus petit toujours. Mais ce qui Ouais. est, ce On qui se est dit, beau, mais c'est tout petit là-dedans. C'est là-dedans. C'est là-dedans que j'habite, que je fais ma vie. Mais qu'est-ce qu'il fout j'avais laissé la lumière. Et ça, cette sensation, donc Aurore, elle ressent d'autant plus qu'à un moment, elle voit ses enfants sont rentrés, son mari est rentré. Donc elle a comme un regard sur sa vie, quoi. Et en même temps, ça lui fait du bien, ça. Bon, ça, c'est une situation qu'on peut tous plus ou moins vivre, je veux dire, dans la mesure où on a un jour expérimenté ça, de voir son chez-soi depuis en face, quoi. Qui est une expérience qui est pas gigantesque, mais en même temps qui n'est pas toujours simple à faire. ce qui est de génial ce qu'il y a de génial dans cet immeuble, c'est que c'est un de ces immeubles parisiens avec l'escalier, vous savez, le beau, avec les appartements à 2 millions l'appart. Et puis celui de Ludovic, notre ancien agriculteur, c'est l'appartement de l'escalier C. Mais comme la cour est carrée, forcément, il a vu sur l'appartement de la fille d'Aurore. Et c'est ça qui est beau, c'est que leur monde, là, vous mettez face à face les appartements, mais ce sont deux mondes complètement différents. Mais sont tellement deux mondes d'aujourd'hui qui se rencontrent dans votre histoire d'amour aujourd'hui, de ce roman, je veux dire. Oui, mais ça, c'est une situation qui existe. Il y a des parties rénovées, surtout dans le Marais, il y a des parties rénovées qui se louent en Airbnb, des choses comme ça. Là. Bon. Parce Et qu'il y a les puis, touristes qui arrivent, l'appart qui est occupé qu'une semaine, c'est par un, mois, parce que voilà. c'est un peu aussi un portrait de Paris, mais qui est un peu à charge. Je veux dire, c'est pour ça que cette émission là, où j'étais un peu égratigné, c'est sur Paris Première, mais je m'en suis rendu compte après. En fait, une chaîne, et j'arrêtais pas de dire, et je voyais à chaque fois, c'est Eric Nolot qui anime cette émission. Il me lançait des regards c'est un peu sévères, un peu froids, et j'en rajoutais sur Paris. Je dis même, voilà, là, j'arrive de Toulouse, parce que j'étais à Toulouse. Encore une fois, j'avais pris un train qui avait du retard. Enfin, ouais. Donc, j'étais un peu stressé. Donc, je dis tout ça parce que je dois faire des rendez-vous avec vous, avec un producteur. Et ça se passe où? À Paris encore, à Paris. Il y en a marre de Paris. Et plus j'en parlais, plus je sentais les animateurs de l'émission pas à l'aise, quoi. Après, on est sur Paris Première. Oh, ouais, je sais pas, merde. Bah, tant pis. Alors, ils ont coupé au montage. J'ai vu l'émission. Oui, ils ont coupé. Enfin, ils en ont laissé, mais ils ont coupé, quoi. Et il y a un moment, Paris, il faut pas non plus l'idéaliser, parce que c'est une ville un peu dure, quand même. Enfin, il y a des antagonismes sociaux qui sont très violents, quoi. C'est quand même. Enfin, moi, j'avais envie de montrer ça parce que je le vois de façon quotidienne et que c'est de pire en pire, parce que c'est une sorte de gentrification dans les vieux quartiers, des appartements rénovés, tout neufs, clinquants, rachetés par des Américains. Mais alors maintenant, les Américains viennent plus. Alors bon, qu'est-ce qu'ils font? Les appartements sont vides. Enfin, c'est un peu fou quand même, quoi. Ouais. Et donc ça, un roman, c'est fait aussi pour consigner le présent, quoi. Vous voyez. Je vous disais tout à l'heure, les cassettes VHS de 93, on les retrouvé, on peut plus les lire. Bon. Il y a un moment, tout ce qu'on produit de numérique, on pourra plus le lire. C'est quand même, il n'y a que les romans, il n'y a que le livre qui reste. Moi, si je veux une perception de Paris, je prends Zola, je prends Balzac et je ressens, ou Victor Hugo, et je sens même les odeurs et les bruits qu'il pouvait y avoir au Moyen-Âge, quoi. Alors qu'avec ma VHS qui a 15 ans, on peut même plus, on peut même plus la lire parce que j'ai plus de magnétoscope. Enfin, c'est quand même fou, quoi. Donc, c'est pour ça que le roman s'est fait aussi pour consigner le réel. Et donc, ce Paris-là, et comme cette campagne-là de Ludovic, c'est ce qu'on vit en ce moment même, quoi. Pour clôturer votre tirade, je ne vais pas lire tout l'extrait sur Paris parce qu'il est long, je lis juste les trois dernières lignes. Donc c'est Ludovic qui se rend compte que Paris en elle-même est une des plus petites capitales du monde, mais lorsqu'on vous rajoutez les banlieues où il travaille en tant que, comment ça s'appelle, c'est déjà recouvreur de dettes. Recouvreur de. Je n'arrive pas du tout à prononcer. Il travaille surtout en banlieue, donc finalement Paris est gigantesque. Il est un peu, il ressent un peu ce que vient de décrire Serge là, de cette ville qui étouffe. Et alors la fin. À partir de maintenant, il se raccroche à un objectif, retourner vers le fleuve, parce qu'il est complètement paumé dans cette métropole à laquelle il ne comprend rien. La Seine, c'est son seul repère, l'unique faisceau de nature libre, et elle-même n'en finit pas de quitter Paris. Moi, je trouve ça très beau. Est-ce que vous avez besoin de la Seine? Ah oui, moi j'habite à côté. C'est une enfin, naturellement, sans m'en rendre compte, j'y allais souvent. Enfin, j'y vais souvent. À l'hiver, il fait très froid. D'ailleurs, c'est pour ça
piétonniser les quais de Seine, alors qu'il n'y a pas de piétons. Enfin bon, bref, bon, en fait, il manque plus que les piétons, quoi. Donc, enfin, bon. Mais il n'empêche que c'est le seul territoire, le fleuve, dans une ville qui est libre, quoi, qui est, alors certes, on l'a un peu dompté parce qu'on a mis des berges, mais il n'empêche que voilà, c'est. Puis on l'a vu, il y a eu des inondations à Paris il y a 6 mois là, qui étaient gigantesques. Enfin bon, c'est vraiment la nature là, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Et donc pour lui, comme pour moi, mais pour lui plus encore, aller vers la Seine, c'est aller vers l'élément naturel de tout ce truc là. Et quand on fait l'observation, c'est vrai que la Seine n'en finit pas de se tirer de Paris, quoi. En tout cas, Repose-toi sur moi est le roman, pour ceux d'entre vous qui sont avec moi au club de lecture, le plus optimiste qu'on ait lu de cette rentrée littéraire. Nous ne les avons pas tous lus, mais c'est une très belle histoire. En plus, elle finit bien, ce qui ne gâche rien aux 360 pages de lecture. Merci à tous, merci à vous Serge, d'avoir supporté toute cette galère aujourd'hui pour venir nous voir quand même. Merci à vous.